présentation. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction et des présentations des différentes études. Donc moi, je vais vous parler effectivement de cette étude complémentaire, un peu à côté, mais sur la qualité des soupes de déconditionnement, hein, donc, qui est une étude qui a été publiée l'année dernière. Et comme l'a dit Gaëlle en introduction, l'ADEME a également produit un livrable, un outil d'aide à la décision issu de cette étude en partie, mais je vous en parle à la toute fin. Donc, au sommaire de ma prise de parole, je vais vous faire un petit rappel du contexte réglementaire et puis enfin, un contexte et un point réglementaire de où est-ce qu'on en est actuellement sur les biodéchets. Également un état des lieux national de la filière et sur les objectifs de la loi AGEC. Et puis enfin, les résultats de l'étude sur les déconditionneurs. Donc, bon, les biodéchets, je passe. Hein, biodéchets de cuisine et de table et déchets verts sont des biodéchets. Et depuis le 1er janvier 2024, tous les producteurs et les collectivités ont l'obligation de trier et de les valoriser, ces biodéchets. Trier à la source, surtout. Au niveau des enjeux, donc les biodéchets, on estime que le gisement total, il représente quasiment 10 millions de tonnes par an, donc gros producteurs, ménages, industrie agroalimentaire, etc. Hein, tout compris, ça représente quasiment 10 millions de tonnes. Pas mal de ces déchets partent encore en décharge ou en incinération, enfin en installation de stockage, mais et en incinération, pardon, puisqu'ils représentent quasiment un tiers des ordures ménagères. Et donc, il y a des enjeux de trouver cette filière de valorisation adaptée, mais d'envoyer donc les biodéchets dans les bonnes filières, notamment pour produire soit, on a vu du compost, soit effectivement tout ce qui va être énergie renouvelable qui vient se substituer aux énergies fossiles. On constate un appauvrissement des sols en matière organique et donc une perte de la qualité et de la biodiversité, hein, notamment érosion, sécheresse, inondation, tout ça est causé. Et donc, les biodéchets, une fois compostés, hein, permettraient un maintien, voire une augmentation de la qualité et de la santé des sols et proposer une substitution aux fertilisants chimiques, permettre aussi un stockage de carbone et une meilleure résistance aux sécheresses à l'avenir. On a aussi un gros enjeu qui est ce nouveau geste de tri, hein, donc par les citoyens et les entreprises, qui nécessite un besoin de l'appropriation, malgré des demandes et des attentes de plus en plus importantes de la part de citoyens. Je vous fais aussi un rappel sur les solutions de tri à la source et de valorisation pour bien remettre en perspective hein, ce qu'on appelle le tri à la source. Donc, il y a deux grandes filières qui sont la gestion de proximité et la collecte séparée. En gestion de proximité, on va avoir tout ce qui est, pour les solutions individuelles, le compostage individuel classique, comme on voit le monsieur dans son bac. On a tout ce qui est solutions partagées, donc le compostage partagé. Donc là, c'est plusieurs habitants regroupés qui vont faire du compostage en pied d'immeuble ou de quartier. Et puis pour les professionnels, hein, le compostage autonome en établissement, donc ici dans une école en exemple. Le traitement se fait sur place et l'utilisation est in situ, c'est-à-dire que très local. Il n'y a pas de déplacement de la matière au-delà de l'établissement ou encore des frontières de la commune. Mais voilà, ou une utilisation dans son jardin propre. Mais voilà, c'est pas revendu, c'est pas redistribué au milieu agricole, etc. La gestion de proximité, c'est produit sur place, traité sur place, utilisé sur place. Quant à la collecte séparée, ben, on a tout ce qui est porte-à-porte, hein, donc un bac par habitation ou par immeuble, ou bien en point d'apport volontaire, qui est la solution qui est de plus en plus déployée et que vous avez peut-être à proximité de chez vous. Donc des bornes sur l'espace public où les gens viennent déposer leur bioseau et leurs biodéchets dans ces bornes qui sont ensuite collectés et envoyés donc sur les unités centralisées, donc les compostières ou méthaniseurs. Et puis pour les pros, c'est pareil, c'est plutôt du porte-à-porte qui est en jeu pour les grosses quantités. Au niveau de l'évaluation, donc on a les données ici au 1er janvier 2025 et je suis désolée, j'ai aussi pour celle, je pensais avoir mis, celle au 1er juillet 2025, mais bon, en tout cas, sachez que on est à 35 millions d'habitants desservis par une solution de tri à la source des biodéchets. C'est une augmentation de 4% par rapport à janvier 2025.
Et on s'aperçoit que la collecte prend de plus en plus de place dans la répartition entre les deux solutions. Mais ça, c'est pas étonnant puisque ce sont de plus en plus les grandes métropoles qui déploient, qui finissent en tout cas les déploiements de solutions de tri. Et on est actuellement à 55% pour enfin, la répartition. 55% sur la gestion de proximité et 45% en collecte séparée. Et du coup, au total, c'est 35 millions d'habitants, ça représente 52% de la population française. Donc, il reste encore une partie à couvrir. Et là, on est bien sûr uniquement les solutions proposées par les collectivités ne sont pas intégrées ici. Tous les habitants qui se sont dits auto-équipés, donc qui sont allés acheter leur composteur en jardinerie, qui l'ont construit eux-mêmes ou qui font du compostage en tas dans le jardin. Voilà. Au niveau de, pareil, de ce qu'on appelle le tri à la source pour la collecte, donc il est sorti l'arrêté collecte conjointe qui spécifie quel type de déchets sont possibles de collecter en même temps que les biodéchets, pour rappeler quand même, pour rester dans le périmètre du tri à la source des biodéchets. Donc on a effectivement cette liste, les sacs en papier, carton, craft, etc. pour la collecte, les sacs de collecte dits qui sont normés NFT 51800, donc dit OK compost domestique. Tout ce qui est filtre à café, sachet de thé, les mouchoirs, les capsules en papier et les fleurs fanées, ongles, cheveux, plumes d'animaux de compagnie, etc. Chaque collectivité ou prestataire est libre de définir lequel de ces déchets peuvent être acceptés parmi cette liste-là. Mais donc pas d'emballage, pas de contenant, pas d'autres types de déchets biodégradables qui ont donc des similarités avec les biodéchets. Mais du coup, ah bah ça n'a pas pris. Flûte, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Mais du coup, quid de ces biodéchets-là donc tous ceux qui sont emballés, issus généralement des grandes surfaces et des industries agroalimentaires. Donc, ce sont ce qu'on appelle les biodéchets conditionnés et qui nécessitent donc une étape de déconditionnement avant la valorisation. Donc méthanisation ou compostage, la plupart du temps méthanisation. Donc ici, les schémas d'un déconditionneur, hein, donc vous avez les biodéchets emballés qui passent dans un système d'alimentation et de préparation avant justement l'équipement de déconditionnement qui vient séparer la matière organique et les indésirables, et on obtient une partie de refus et une partie de matière organique. Sur ce schéma, on peut ajouter différents équipements complémentaires, donc une presse, un séparateur aérolique, un décanteur, un séparateur magnétique, une centrifugeuse, surfiltration, etc., qui viennent justement complémenter, qui ont pour but d'essayer d'améliorer au plus ces pulpes de matière organique, et donc soit en amont, soit en aval de l'équipement de déconditionnement. Et donc, sur les biodéchets emballés, ce qui est écrit dans le Code de l'environnement, c'est que les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la rubrique 2784 de la nomenclature ICPE qui vient préciser les exigences sur ces équipements, les sites, les contrôles, des risques, etc. Tout ce qu'on retrouve classiquement dans les arrêtés liés aux rubriques ICPE. Mais donc, les biodéchets non emballés ne peuvent être intégrés dans un processus de déconditionnement, en tout cas en mélange avec des biodéchets conditionnés. C'est possible de les traiter séparément, mais sans les mélanger en amont du déconditionnement. Alors, je sais que c'est des pratiques qui sont beaucoup faites, mais ça, c'est juste écrit dans le texte de loi. Et je sais que c'est compliqué aussi de séparer les flux conditionnés et triés à la source. Et je sais qu'il y a pas mal d'exigences, notamment au niveau des unités en aval, qui demandent à ce que les biodéchets, malgré ce tri à la source fait par les ménages, passent quand même par une unité de déconditionnement. Mais du coup, voilà ce que dit la loi. Ça, c'était le focus rappel réglementaire et l'état des lieux. Et donc, je vous présente effectivement les résultats de l'étude de suivi des performances des déconditionneurs, dont le rapport est bien mis sur la librairie.
L'objectif de cette étude, c'était pour compléter des études existantes et pour venir analyser les pulpes et les refus de déconditionnement. Cette étude, on a eu 7 sites volontaires qui ont accepté de participer et de présenter, en tout cas, qu'on puisse venir faire de l'échantillonnage et de l'analyse. Et ces 7 sites sont représentatifs des technologies existantes de déconditionnement. Donc voilà, ce n'est pas 7 fois la même machine, 7 fois les mêmes intrants, etc. On est venu un peu choisir au plus de ce qui était possible au niveau des technologies. Les analyses sont faites au regard de l'arrêté relatif aux prescriptions générales sur les installations ICPE, et donc la rubrique 2783, et aussi du coup ce qui sera potentiellement la future réglementation socle commun sur les matières fertilisantes et supports de culture. En dessous, je vous ai mis donc les teneurs maximales que vous connaissez par cœur, mais je vous les remets quand même, sur les taux d'impureté liés à la rubrique, et donc sur les plastiques inférieurs à 2 mm, le verre inférieur à 2 mm, métaux inférieurs à 2 mm, et l'ensemble des trois matériaux, ainsi que les teneurs maximales en grammes par kilogramme de matière sèche. Donc, au niveau des résultats analytiques des pulpes, on est venu regarder les valeurs traces métalliques et les composés traces organiques et les PCB. Donc, a priori, on a retrouvé aucune quantité, sauf sur un site où on a retrouvé des PCB sur mais l'origine de la n'a pas été identifiée. Quant aux valeurs agronomiques, bon, on a des résultats, mais sachant que c'est assez rare que les pulpes seules soient épandues. Comme ça, il y a toujours un traitement derrière. Donc, ça donne une idée de ces valeurs agronomiques, sachant que c'est très variable, comme vous vous en doutez, selon le biodéchet qui est déconditionné. Mais globalement, les soupes sont assez riches en azote, puisqu'on a des restes de viande, de décomposition de protéines, des fruits, des légumes, etc., sur lesquels on obtient ces valeurs-là. Bon, c'était pas, on est venu analyser, ces quantités-là. Quant aux inertes et aux impuretés, ce qui ressort, c'est qu'on a un seul site sur les 7 qui présente des valeurs conformes à la réglementation ICPE sur tous ces échantillons. Quand on vient regarder les détails, donc sur les plastiques inférieurs à 2 mm, on a 31% des échantillons qui sont non conformes, sur les métaux 3%, sur le verre 11%, et quand on regarde l'ensemble des trois, on a 44% des échantillons qui sont non conformes. Donc, on a quand même une forte probabilité. Voilà, il y a ces sites de déconditionnement sur la performance n'atteignent pas les exigences ICPE. Et on est aussi venu regarder ce qui se passait en dessous de 2 mm. Donc, on sait qu'effectivement, il n'y a pas de seuil ICPE de ce qui se passe en dessous de 2 mm, mais les moyennes varient entre 110 et 170 grammes par kilogramme de matière sèche. Et là, du coup, voilà, ça peut être des coquilles calcaires, mais aussi d'autres éléments fins, comme les plastiques et le verre, comme Isabelle a montré tout à l'heure. Là-dessus, on a pu tirer des grands enseignements. Donc, la typologie des biodéchets, selon qu'elles viennent des grandes et moyennes surfaces ou des industries agroalimentaires, des ménages, de la restauration collective et commerciale, ça nécessite pour les exploitants d'ajuster les rations, les injections d'eau dans le process pour éviter tout dysfonctionnement. C'est-à-dire que plus vous avez une hétérogénéité des intrants, plus il va falloir maîtriser tout le process, dans son ensemble. On sait qu'au niveau de l'acceptabilité des entrants, tous les biodéchets conditionnés sont acceptés, mais certains limitent notamment le verre et les métaux en donnant des consignes strictes à leurs clients. Et pour assurer, on sait que le tri en amont est primordial pour obtenir une pulpe de qualité, en tout cas réglementairement parlant, en aval, et puis aussi garantir la durabilité de ces équipements. Sur les capacités de traitement, on sait qu'un site qui a plusieurs équipements complémentaires est plus performant qu'un site avec un simple déconditionnement. Et ça a été montré aussi dans ce que Isabelle vous a présenté en tout début de webinaire. Comme les entrants sont très différents selon le producteur,
plus il y a des producteurs plus différents, plus il faudra des équipements complémentaires spécifiques aux biodéchets intrants. Sachant que voilà, grandes surfaces et industries agroalimentaires sont généralement les plus difficiles à traiter que les ménages qui, eux, normalement, ont fait le tri à la source des biodéchets. Au niveau de la qualité de la pulpe, donc on tend vers un objectif zéro indésirable. Hein. C'est très bien que voilà, il y a toujours des indésirables, mais en tendant ce zéro indésirable, on a besoin d'améliorer le tri en amont. Et qu'on sait voilà, que les plastiques sont un vrai défi parce que omniprésents. Et donc il y a un travail de la part des producteurs, un tri complémentaire et des consignes sur la réception des intrants emballés pour optimiser la séparation entre les indésirables et la pulpe organique. Donc, issu de cette étude, on a fait des recommandations qui sont forcément liées aux grands enseignements. Hein, ça fait un peu redite, mais la première des recommandations, c'est de travailler sur la prévention des déchets et donc la réduction du gaspillage alimentaire. Ça paraît, c'est vraiment la base, parce qu'on se retrouve. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec autant de déchets à déconditionner? C'est parce que c'est une grosse source de gaspillage alimentaire. Donc, il y a un gros travail sur la réduction du gaspillage alimentaire à faire. Il faut instaurer le dialogue avec les producteurs de déchets sur le respect des consignes de la qualité des intrants sur le site de déconditionnement, donc de bien dialoguer avec eux. Et on voit que le site qui notamment a des bonnes performances effectue lui-même la collecte. Donc, il peut vraiment dialoguer même avant de prendre le bac ou la caisse palette chez le producteur, de dialoguer et de voir déjà si les consignes sont respectées dès la collecte. Alors, il y a des enjeux sur les contenants en verre, donc interdire ou éviter en tout cas tout ce qui est contenant en verre et assimilé. Je sais qu'il y a certains sites qui ont dédié des lignes, alors ça a un coût, voilà, je suis bien consciente de ce que je dis, hein, mais qui ont une ligne de déconditionnement spécialement dédiée pour tout ce qui est contenant en verre. Ils ne les mettent pas avec les autres pulpes. Et donc, ils ont des équipements complémentaires dédiés aux contenants en verre. Évidemment, ne pas réaliser le broyage en amont du déconditionnement, où là, on vient fragmenter complètement les emballages et donc de les faire passer en dessous des 2 mm, on a encore plus d'indésirables, des risques en tout cas de contamination des pulpes. De bien adapter la chaîne de déconditionnement selon les spécificités des biodéchets, donc ce que je disais, tous les équipements complémentaires, centrifugation, décantation, la température des pulpes, etc. Il y a beaucoup de paramètres sur lesquels il est possible de jouer potentiellement. Enfin voilà. Encore une fois, c'est des équipements complémentaires, donc des coûts complémentaires. Mais pour améliorer les résultats des pulpes qui se retrouvent in fine dans les sols après traitement. Il y a des enjeux sur la communication régulière et des consignes de tri et des apports sur site. Et également des formations importantes auprès de vos personnels qui sont sur le site, qui sont en capacité justement de vérifier si les consignes de tri et de bien maîtriser les intrants avant dans le déconditionneur. Et puis faire un suivi régulier des performances des équipements, parce qu'il y a 3 analyses par an qui sont demandées par la nomenclature ICPE, mais ce qui ne permet pas forcément un ajustement le plus rapidement possible en cas de dysfonctionnement, et donc pouvoir régler ça rapidement. Mais bien sûr, voilà, je sais que les analyses supplémentaires ont un coût, mais ça permet de maintenir un taux élevé d'efficacité. Comme je le disais, cette étude, donc, elle a permis de faire un outil dès la décision d'un projet de déconditionnement. Donc, c'est un livrable d'une 20aine de pages pour accompagner les porteurs de projets. Donc, il y a 6 grandes étapes qui ont été définies dans la construction d'un projet de déconditionnement. Donc, sur l'étape 1, c'est voilà, sur les biodéchets, le gisement, la provenance, la composition, le contenu, la qualité, travailler sur les indésirables potentiels, etc. De bien se renseigner sur la réglementation, hein, donc avoir sur la nomenclature ICPE, avoir l'agrément SPAN 3, etc., les permis de construire, les inspections, bon, je passe. Sur la technologie, donc de bien avoir les références sur les équipements de déconditionnement et tous les équipements complémentaires, avoir une formation, se renseigner aussi sur tout ce qui est les services après-vente, une fois que le déconditionneur est en place. Après, sur l'infrastructure, tout est un peu en parallèle. Hein, c'est pour ça que c'est chronologique, mais du coup, tout se fait en même temps. Sur l'infrastructure, donc, quelle est la surface minimum du bâtiment à avoir, les accès, les aménagements nécessaires pour assurer
un parfait processus. Et puis après, bah voilà, sur le modèle économique, quelles sont les quantités en tonnes par an possibles, les investissements, les soutiens, la maintenance, etc., pour de définir son modèle économique. Et puis à la fin, sur l'exploitation, donc sur bah voilà, les moyens humains nécessaires à faire tourner cette installation, les consommations sur l'électricité, l'eau, etc., les zones de traitement, l'entretien, le nettoyage, etc., les formations, comme je disais, et puis tout ce qui va être bonne pratique. Donc c'est vraiment en amont d'un projet, et puis il faut guider les porteurs de projets dans toute jusqu'à livraison et suivi de ce site de déconditionnement. Au niveau des travaux en cours, on a fait, l'AFNOR a lancé une commission sur lesquels on a eu du coup un webinaire de présentation de l'étude, comme là je vous fais actuellement, donc pour pouvoir discuter en fait des enjeux de la filière biodéchets. Et on a eu une première réunion pour définir les rôles de chacun et les périmètres d'action de l'AFNOR, ainsi que les sujets sur lesquels pourrait porter une norme, sachant que les 3 sur 4 des sujets qui ont été émis et présélectionnés pour cette normalisation portent sur les déconditionneurs. Donc l'AFNOR, pour participer à cette commission, ça a un coût. Donc moi, je vous invite fortement à venir y participer. Alors je sais qu'il y a des discussions en cours au sein du RISPO et je laisserai peut-être Gaëlle vous en parler soit maintenant, soit ultérieurement. Mais bon, voilà, sachant qu'il y a des gros enjeux sur cette filière. L'AFNOR, ils ont déjà une commission sur les gestes de tri et sur la collecte. Ils ont une commission sur le côté valorisation. Donc, vous les connaissez, hein, les normes compostage et puis Digesta. Donc ça, c'est autre chose. Et là, on est vraiment juste sur justement ces étapes de pré-traitement sur lesquelles l'AFNOR n'a pas encore de commission. Et donc, c'est la création d'une commission. Je vous ai mis ici les coûts pour participer à une commission à l'année à l'AFNOR, sachant que pour les PME de moins de 250 salariés, vous êtes exonérés. Donc voilà, si vous ne dépendez pas à plus de 25% d'un groupe de plus de 250 salariés, mais voilà, il y a une exonération. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est association, il y a un coût. Et donc, c'est des discussions qu'il faut que vous ayez entre vous si vous voulez participer à cette commission, parce qu'en fait, sur le sujet qui serait potentiellement traité par cette commission, ça serait sur des protocoles d'échantillonnage des pulpes et aussi un peu sur les meilleures pratiques disponibles pour garantir une qualité de pulpe par rapport à la réglementation actuelle et peut-être voir un petit peu, on verra, je ne sais pas, là on n'a eu qu'une première réunion, donc c'est des discussions en cours, hein, mais de voir sur quoi exactement le périmètre de la norme ou des normes, ça peut faire plusieurs normes, des normes sur ces déconditionneurs. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation.